surcoté, déjà fini. C'est comme ça que certains ont qualifié Carlos Alcaraz lors de sa petite traversée du désert depuis son sacre à Wimbledon. Et l'Espagnol a donné la meilleure des réponses à ses détracteurs. Un 5e titre en Masters 1000 à Indian Wells pour réaliser un back-to-back contre Daniil Medvedev, étant donné que l'Espagnol s'était déjà imposé en Californie en 2023 contre le Russe. Et là, on a vraiment un joueur âgé de 20 ans qui a des temps de passage totalement grotesques. On aura l'occasion d'y revenir. Et également la lauréate chez les dames qui a remis les points sur les i. Je parle bien évidemment de Iga Swiatek qui a éparpillé Maria Sakkari en 2 sets où elle a seulement concédé 4 jeux, totalement dingue. On va revenir sur ces 2 finales à Indian Wells. C'est parti, jingle. À l'entame de ce match, on se demandait comment Daniil Medvedev allait pouvoir inquiéter Carlos Alcaraz dans ces conditions lentes, avec une balle qui traverse l'air rapidement, étant donné qu'en Californie, c'est le désert, c'est très sec, et c'est vrai que Carlos Alcaraz, il a le jeu parfait pour briller sur ce dur lent, tout l'inverse de Daniil Medvedev. D'ailleurs, l'Espagnol s'impose 7-6, 6-1. Ce qui fait qu'on a eu quand même un premier set compétitif quand on voit le score avec une très bonne entame de Daniil Medvedev. Il va rapidement mener 3-0. Il va faire le break d'entrée avant de se faire remonter. Et derrière, on a senti le petit tournant où l'Espagnol va vraiment prendre les devants. Il va décrocher le tie-break et dans le deuxième set, il fait un cavalier seul. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier set qui a montré que Daniil Medvedev avait vraiment les armes pour un petit peu embêter Carlos Alcaraz? Il a proposé un tennis agressif, comme ça avait été le cas sur la première partie de sa finale contre Yannick Sinner à l'Open d'Australie et comme ça avait été le cas également à l'US Open contre Carlos Alcaraz dans des conditions un petit peu plus rapides. On le sait, il joue à contre-nature, le Russe, quand il est comme ça, en se montrant vraiment agressif avec son coup droit, en essayant d'aller chercher le long de ligne avec son revers, également avec un service qui doit être à la hauteur. Ça a duré 3 jours et il faut surtout dire que Carlos Alcaraz a un petit peu raté son entame de match. Ça rappelait celle contre Yannick Sinner où il tentait vraiment de faire le point extrêmement rapidement, de jouer en puissance. Ça ne lui réussit pas forcément, d'autant plus dans ces conditions où il a beaucoup plus intérêt à temporiser, à faire le jeu, étant donné que derrière, Daniil Medvedev, il a quand même un déficit de puissance. C'est un joueur qui joue en contre et dans ces conditions lentes pour percer la défense de Carlos Alcaraz qui se déplace merveilleusement bien sur le court. Il est extrêmement rapide, il défend très très bien. C'est compliqué pour Daniil Medvedev de faire le point. Et Carlos Alcaraz, avec son volume côté coup droit, il arrivait à faire la différence comme ça a été le cas contre Yannick Sinner dans ces conditions lentes qui lui vont à merveille, qui pour moi vraiment sont les meilleures conditions pour voir vriller le jeu de Carlitos. Donc ça, franchement, chapeau à lui, étant donné qu'après, il a dispatché Daniil Medvedev avec ses variations. On l'a vu, son slice côté revers, ses services volés, également profiter de la position lointaine sur le court de Daniil Medvedev. Encore une fois, il a de très bons déplacements latéraux. Par contre, ses déplacements de l'arrière vers l'avant, c'est compliqué. Il a essayé de se rapprocher de sa ligne en début de rencontre. Derrière, il a su mettre un petit peu de pression à Carlos Alcaraz, mais très vite, ça s'est effrité. On a eu un Daniil Medvedev qui a perdu la 5e finale de suite pour lui, après quand même des finales perdues à l'US Open, à Pékin, à Vienne et à l'Open d'Australie. Donc ça commence à bloquer pour le Russe qui, mine de rien, va vraiment devoir passer un plafond parce que Carlos Alcaraz, il a déroulé un petit peu dans cette rencontre, comme je te l'ai dit, étant donné qu'après ce premier set, au tie-break, il s'impose facilement 6-1 dans le deuxième. Mais le Russe, il a lâché un petit peu pavillon trop tôt et on peut commencer à se poser des questions pour lui parce que Medvedev, il est toujours placé, mais jamais gagnant depuis qu'il a réussi à retrouver des couleurs après l'Open d'Australie 2023. C'est quand même compliqué, notamment au service pour lui. Il est loin de son prime qu'il avait atteint en 2021 et dans les années d'avant, où vraiment il avait un service très agressif. Il arrivait à limiter son quota de double faute. Il avait un bon pourcentage de points gagnés derrière sa première balle. Il sécurisait sa seconde balle. Et là, c'est 63% de réussite sur première contre 82% à l'US Open. On a vraiment vu la différence. Et dans ces conditions lentes, encore une fois, c'est mission impossible pour Daniil Medvedev qui n'arrive pas à percer l'armure de son adversaire. Rentrez bien compte, il y a eu 3-0 pour Medvedev et ensuite, après 3-3, l'Espagnol, il a pris les devants dans cette rencontre, mais surtout le Russe ne s'est plus procuré la moindre balle de break. Et les temps de passage de Carlos Alcaraz sont complètement grotesques. À presque 21 ans, c'est 13 titres, 2 grands chelems, 5 Masters 1000 et 167 victoires sur le circuit. À cet âge, il y a seulement Rafa qui a fait mieux, ce qui fait que Alcaraz il est devant Djokovic et devant Federer. C'est d'ailleurs le premier joueur à défendre son titre à Indian Wells depuis Djokovic quand il a réussi le triplé 2014, 2015 et 2016. C'est le premier joueur qui avant ses 21 ans en Masters 1000
arrive à défendre un titre sur dur et sur terre battue. Ça avait été le cas à Madrid l'an dernier. Ce qui fait que Carlos Alcaraz, finalement, il invente un petit peu de nouvelles statistiques. Il dépasse l'entendement. Et pourtant, il a connu une période compliquée depuis son sacre à Wimbledon. On le sait, après un exploit comme celui-ci, de battre le maître des lieux, Novak Djokovic, en 5-7 qui plus est, il faut réussir à repartir de l'avant, c'est toujours ça le plus compliqué. Il y a eu ce trompe-l'œil à Cincinnati et cette finale dantesque, là encore contre Novak Djokovic. On se disait finalement, il a su digérer ce sacre londonien, mais ensuite ça a été un petit peu compliqué, avec encore une fois des standards très élevés, une demi-finale à l'US Open, une demi-finale aux ATP Finals, cette contre-performance en quart de finale à l'Open d'Australie. Mais là vraiment c'est le top du top, hein. Il y a plein de joueurs qui saigneraient pour avoir ces résultats, et encore plus pour avoir son palmarès à 20 ans seulement, je le rappelle. Et beaucoup, à ce moment-là, ont douté de Carlos Alcaraz. C'est vrai qu'il y a cette culture du moment présent où se dire, Alcaraz, finalement, est-ce que c'était pas un feu de paille? C'est deux bons résultats en majeur et derrière, est-ce qu'il va décliner? Mais non, il faut laisser du temps à ces joueurs pour justement repartir de l'avant, retrouver de l'énergie. Ça a été le cas pour Carlos Alcaraz, ça n'a pas été si long que ça, hein, parce que Wimbledon, c'était il y a moins d'1 an. Et là, Indian Wells, c'est vraiment le terrain parfait pour retrouver des sensations, retrouver des couleurs. Il revenait dans sa zone de confort, en plus avec Juan Carlos Ferrero, qui a vraiment servi tout au long de la semaine pour apporter des conseils à Carlos Alcaraz. On l'a vu d'ailleurs contre Yannick Sinner, qu'il a totalement changé sa tactique à partir du second set. Et là, finalement, ça intervient un peu à la meilleure des périodes. Il y a Indian Wells, Miami, ensuite le début de la période terrienne qui va nous emmener jusqu'aux Jeux Olympiques avec potentiellement la défense de ce titre à Wimbledon. Il a dit, il a passé des moments compliqués. Il y a eu cette alerte à la cheville où il ne pouvait pas s'entraîner à 100%. Il avait encore des doutes juste avant le début d'Indian Wells, mais il a su vraiment gommer tous ces doutes et donner la meilleure des réponses à ses détracteurs. Parce que oui, Carlos Alcaraz, il faudra compter sur lui, qu'on le veuille ou non, dans les années à venir. Il va forcément faire briller le tennis une fois qu'il n'y aura plus Novak Djokovic, une fois qu'il n'y aura plus Rafael Nadal, et on pourra également compter sur Yannick Sinner pour faire cette danse à deux, et ensuite sur Holger Rune et sur toutes les pépites qui arrivent. On notera d'ailleurs que c'est la 6e fois qu'Iga Swiatek et Carlos Alcaraz gagnent un tournoi lors de la même semaine. On va justement parler de la polonaise, mais avant ça, si tu ne nous connais pas, nous c'est Games Time Talk, et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On t'a fait une couverture XXL pour Indian Wells. Il y a Miami qui arrive très rapidement. Si tu ne veux rien manquer, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à nous mettre un pouce bleu parce que derrière, ça va le recommander à des passionnés comme toi. Alors autant Carlos Alcaraz, il a perdu 2 jeux de plus que la finale contre Medvedev en 2023. Par contre, Iga Swiatek contre Sakkari, qui était la finale à Indian Wells en 2022, elle a fait mieux avec un jeu de moins de perdu. Elle s'impose 6-4, 6-0, c'est son 19e titre à 22 ans, le 8e en WTA 1000, 21 jeux perdus en 6 matchs, c'est tout simplement monstrueux. Elle est sur des bases extrêmement solides, Iga Swiatek. Et là encore, comme Carlos Alcaraz, on a une certaine forme de symétrie. Il y a eu des doutes pour Iga Swiatek avec cette déconvenue à l'Open d'Australie contre Noskova, également à Dubaï contre Kalinskaya. Certes, elle s'est imposée à Doha, mais elle avait tout à prouver. Et là, Swiatek, elle est revenue sur un terrain qu'elle connaît bien dans des conditions lentes qui lui permettent vraiment de briller, de montrer tous ses atouts. C'est ce qu'on a vu avec Carlos Alcaraz. On a vu pareil avec la polonaise qui a totalement éparpillé Maria Sakkari, qui fait quand même une belle dizaine, il faut le reconnaître, pour la grecque, qui revient depuis sa collaboration avec David Witt, qui était l'ancien coach de Pegula. Ça se passe mieux et on attend de voir Sakkari performer de nouveau en Grand Chelem, étant donné qu'il faut remonter à l'Open d'Australie 2022 pour la voir passer la première semaine d'un majeur. Et là, il faut remonter à Indian Wells 2013 où Maria Sharapova s'était imposée pour voir une lauréate triompher sans perdre le moindre set. Ce qui fait qu'on a 2 joueurs qui vont repartir d'Indian Wells avec énormément de confiance. Je pense à Swiatek et Carlos Alcaraz qui étaient dans des phases pas faciles avec du doute où on les voyait finalement qui dans un mauvais jour, c'était compliqué pour eux de réussir à inverser la tendance. Et là, vraiment, ils ont réconcilié tout le monde en montrant qu'il fallait compter sur eux, d'autant plus avec la saison sur Terre qui approche. On a eu un Masters 1000 très plaisant. Je sais pas quel est ton bilan, si tu dois mettre une note sur 10, avec voilà, de bonnes révélations, de bonnes surprises, les Français qui ont brillé. Je pense notamment à un Gaël Monfils qui a fait extrêmement plaisir, un Tommy Paul qui a su briller sur le sol américain, des cadors qui ont été là, comme Yannick Sinner, comme Carlos Alcaraz, comme Daniil Medvedev. Après, certes, il y a eu cette déconvenue de Novak Djokovic où ses priorités sont ailleurs, mais peut-être que ça manque d'énormes combats, d'énormes matchs, d'un souffle un petit peu épique, étant donné que les demi-finales ont quand même fait pchit avec ces intempéries et le fait que Sinner et Alcaraz n'ont pas su jouer au même niveau en même temps, où ça a été un petit peu décousu, même si encore une fois il y a eu de très beaux points entre les deux, et encore une fois ils vont faire briller l'avenir du tennis, mais c'est pour ça qu'on peut rester peut-être un petit peu sur notre faim. Il s'est passé pas mal de choses avec la défaite de Djokovic, l'énième forfait de Rafael Nadal, donc il y a pas mal d'histoires à raconter, mais derrière si on
parle purement du niveau de jeu, ben peut-être qu'il a manqué quelques gros matchs, un gros combat, un gros marathon. Il y en a eu quelques-uns, comme tous les tournois, hein, mais c'est peut-être ce qu'on pourra retenir, à voir ce que ça va donner Miami dans des conditions un petit peu plus rapides. En tout cas, nous, on a été très contents de couvrir ce tournoi avec toi. On espère vraiment que le contenu t'a plu. On a tenté des formats différents. Un grand merci à Josh qui a fait vraiment des merveilles, des petites pépites en termes de vidéos. Également Roba, que tu commences à voir un petit peu plus en live, que tu as vu dans le tirage au sort, qui fait un boulot XXL sur X. Franchement, on a envie de te faire découvrir un petit peu plus le tennis, de prendre des angles différents pour nous amener bien sûr jusqu'à Roland Garros, notre grand chelem, où là on va se régaler comme d'habitude. Mais encore une fois, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as envie de suivre l'intégralité de la saison tennis avec nous. Et un grand merci à toi de nous avoir suivis tout au long de cette quinzaine, dans les lives, dans les commentaires. Ça fait extrêmement plaisir d'échanger avec une communauté bienveillante comme la nôtre. Si tu veux patienter jusqu'au tirage de Miami, je t'invite à aller voir cette vidéo qui parle des futurs prospects du tennis, parce que je t'ai parlé d'Alcaraz, de Sinner, de Rune, mais il y en a plein d'autres. Dans ce live avec Romain Next Gen, justement, on va parler un petit peu des différents profils, voir comment on les jauge, et ça c'est ultra intéressant parce que le tennis de demain est entre de bonnes mains.